7 erreurs que font des investisseurs qui se lancent dans l'immobilier. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager 7 erreurs que j'ai pu remarquer que certaines personnes que j'accompagnais, certains de mes clients faisaient. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager ces erreurs parce que peut-être que je me dis que ça va pouvoir t'aider. Que tu sois un nouveau client, du coup, tu pourras justement t'inspirer de cette vidéo-là. Et si toi, tu veux te lancer dans l'immobilier, je pense que ça va pouvoir également t'aider à réaliser tes projets. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Kendy Poulestin. Et sur cette chaîne, je te partage des conseils qui vont te permettre justement de réaliser des projets immobiliers qui vont te permettre de pouvoir atteindre ton indépendance financière. Je suis également l'auteur du livre Comment investir dans des immeubles rentables. Donc c'est un livre que tu peux obtenir sur Amazon et là tu peux avoir aussi la version résumée directement sur mon site internet. Tu auras le lien en dessous de cette vidéo là. Ok, alors ceci étant dit, rentrant dans le vif du sujet, quelles sont les 7 erreurs que font quelques-uns des sprinters que j'accompagne, mais c'est des erreurs que je remarque souvent. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo pour te les partager, pour que justement tu puisses éviter de les commettre. Parce que des fois, même si tu as la trame à suivre, des fois tu peux quand même être tenté de faire certaines erreurs. Et je me dis, en fait, en observant un petit peu ce qui se passe avec mes clients, je peux t'apporter un petit peu quelques éléments pour pouvoir t'aider. Alors je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des informations qui sont cruciales, qui vont permettre de t'aider sur ton projet. Ok. La première erreur que je remarque, c'est que certains sprinters veulent négocier le bien avant même d'avoir été en visite. Alors souvent, c'est parce que peut-être, le bien se trouve peut-être à 1h30, 2 heures de chez eux, et puis ils se disent, j'ai pas envie de me déplacer pour rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu une annonce où le bien est affiché peut-être à 100 000 €. Je vais appeler, je vais voir si je peux négocier à 70 000. Ça, c'est une très mauvaise façon de procéder. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre que tu n'as pas vraiment compris comment le business fonctionnait ou même que ça donne une mauvaise image de toi en tant qu'investisseur. Imagine, pour te donner un exemple, imagine que demain, tu dois aller voir un médecin, un chirurgien. Tu arrives dans son cabinet, tu t'assois, tu lui dis que tu as mal au crâne. Des fois, ça te lance un petit peu, il te dit « Ah, ouais, en fait, je sais ce que c'est. C'est au niveau du cervelet, il faut ouvrir le crâne, il faut qu'on enlève un petit bout du cervelet et après, ça ira mieux. » Genre, si tu arrives et qu'au bout de 5 minutes, le chirurgien te dit qu'il va t'ouvrir le crâne pour pouvoir enlever un bout de ton cervelet, c'est sûr que tu vas repartir de là en courant. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce charlatan, tu vois? Par contre, cette même personne va te donner la même conclusion, mais si elle te demande, elle te pose des questions, elle te fait passer des examens, elle te dit, on va faire un scanner, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des prises de sang, on va faire tel et tel truc, et qu'après, elle pose tous les documents, tous les résultats de tous les examens qu'elle a pu faire et qu'elle regarde, les chirurgiens regarde, il se dit, ok, là, on voit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par rapport à ce que je vois ici, je me rends compte qu'en fait, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est d'enlever un petit bout du cervelet. Il faudra qu'on ouvre le crâne et qu'on aille enlever le petit bout qui génère ce problème. Bon, voici les conséquences qu'il y aura, mais effectivement, c'est la solution qu'on a aujourd'hui. Alors, soit ça, ou soit tu fais rien et puis tu crèves, quoi, toi. Donc là, tu seras plus à même à accepter ça parce que tu te dis, ok, c'est vrai qu'il a quand même analysé la chose. Ok, je veux bien. C'est la même chose en immobilier. C'est-à-dire que si tu as un vendeur qui veut vendre son bien, même si tu vas lui annoncer une douloureuse, mais fais au moins ce geste, c'est-à-dire va en visite, analyse le bien, regarde un peu ce qui se passe, pose des questions. Et une fois que tu auras fait ça, là, quand tu viendras proposer une offre, on pourra se dire, ok, il n'a pas fait cette offre-là en sortant un chiffre de son chapeau. Non, il a vraiment pris le temps d'analyser les éléments, il a regardé un petit peu ce qui se passait. Ok, je sais que là, en fait, même si l'offre ne me fait pas plaisir, mais je peux l'écouter. Et c'est la même chose que toi, c'est-à-dire demain, tu as un artisan qui vient visiter ton bien. Au bout de 5 minutes, il te dit, ok, ça va coûter 150 000 €. Il n'a pas pris de mesure, il n'a pas regardé le truc, il n'a pas fait son devis et tout. Il te dit 150 000 € comme ça. Il sort ça d'où? On ne sait pas. Genre, ça n'a aucun sens, tu vois. Si demain, tu devais travailler avec un mec comme ça, je peux directement te dire, c'est pas le bon artisan, quoi, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est la même chose que tu dois avoir, c'est le comportement que tu dois avoir en te disant,
Même si je sais peut-être, j'ai une idée de ce que je vais peut-être proposer, et encore ça, j'en n'en sais rien, il faut que tu ailles sur place, que tu visites le bien, que tu poses des bonnes questions, et une fois que tu auras visité le bien, là tu sauras si ça vaut le coup ou pas de te positionner et à quel prix, et ensuite proposer ce prix-là au vendeur, et il sera à même de pouvoir te dire s'il accepte ou pas ton offre pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ok? Donc ça, c'était la première erreur, c'est-à-dire de vouloir négocier avant même de te déplacer. Deuxième erreur, c'est d'aller en visite et de ne pas prendre des notes. Alors, je retrouve souvent encore des investisseurs qui vont en visite et qui se disent, bon ben, je vais regarder un peu le bien, et puis, bon ben voilà, un peu à la wall again, comme on dirait. Ça, déjà, un, c'est pas professionnel. Et puis deux, tu ne peux pas prendre une bonne décision si tu vas faire une visite et que tu prends 0 note. C'est pas possible. La raison est simple. On va faire un exercice, c'est-à-dire que essaie de me mettre dans les commentaires, là justement, si tu te souviens, qu'est-ce que tu as mangé samedi dernier. Pas le samedi qui vient de passer, non, le samedi encore d'avant. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as mangé? À moins de manger la même chose tous les samedis, normalement, tu es incapable de me noter ça. Mais essaie de me dire quand même qu'est-ce que tu as mangé dans les commentaires. Je serais ravi de voir un peu qu'est-ce que tu as mangé il y a 2 samedis de ça. Et bien, c'est la même chose. Comment veux-tu te rappeler des éléments que tu as pu voir durant une visite que tu as fait peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, si tu n'as pas pris de notes? C'est pas possible. Alors, tu pourras te rappeler vaguement du bien, mais ce sera pas clair. Tu pourras pas, genre, prendre une bonne décision par rapport à ça. Donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est prendre des notes, prendre des photos, et le mieux encore, je dirais, prendre des vidéos. Et des vidéos que tu vas même commenter. Comme ça, quand tu vas regarder ces informations-là après, quand tu devras prendre une décision, si tu dois faire une offre ou pas, tu seras mieux informé pour dire, ok, ben en fait, c'est vrai, j'avais vu ça, il y avait tel élément, il y avait tel élément. Ok, ben par rapport à ces éléments-là, oui, je peux me positionner ou non, je ne peux pas me positionner. Si je peux me positionner, ben boum, voici l'offre que je fais, et je ne peux pas me positionner, bon ben c'est tout, je passe à autre chose. Mais tu ne peux pas te dire, ok, je vais en visite et je vais m'en souvenir. Ça, c'est une grosse erreur. Si tu arrives à t'en souvenir, c'est que tu n'as pas fait suffisamment de visites. Donc de toute façon, ça, ce sera un problème aussi, quoi. Donc ça, justement, on verra, ça sera une des erreurs qu'on verra plus tard. Mais normalement, tu es censé faire plusieurs visites. Et si tu as fait plusieurs visites, tu ne pourras pas normalement te souvenir de tous les éléments de la visite. Donc il faudra absolument que tu prennes des notes, que tu prennes des photos, que tu prennes des vidéos du bien pour pouvoir te décider plus tard. Ok? Ça, c'était la deuxième erreur. Troisième erreur, c'est abandonner parce que le vendeur t'a dit non. Tu as visité un bien, tu as vu que ça avait du potentiel, tu as fait une offre. Bon, malheureusement, malgré les analyses que tu as pu faire, malgré la manière que tu as pu présenter ton offre, le vendeur t'a dit non, ou peut-être qu'il t'a pas répondu, ou peut-être qu'il t'a, ouais, en gros, il t'a dit non, moi ça m'intéresse pas. Et tu te dis, ok, bon, bah, c'est tout, je passe à autre chose. Alors, si le vendeur te dit non, je ne prends pas ton bien parce que j'ai pris l'offre de quelqu'un d'autre, à la rigueur là, je peux dire d'accord, ok, bon ben c'est tout, il a déjà choisi une autre offre, c'est validé, c'est acté, bon ben ok. Mais il t'a dit non, bon ben rien ne t'empêche de rediscuter. Là, on n'est pas, c'est pas un langage de sourd. Ok, je t'ai proposé 70 000, ça te convient pas, bon ben peut-être qu'effectivement j'ai été un peu trop agressif, mais bon, je t'explique quand même pourquoi j'ai été aussi agressif. C'est parce que j'avais vu tel ou tel élément, parce qu'il y avait ça, c'est pour ça que j'étais aussi agressif. Mais moi, je suis ouvert pour la discussion. Et ensuite, la personne va te dire, ok, bon ben, moi 70 000 c'était trop peu, peut-être qu'à 85 000 ça peut être ok. Bon ben ok, bon, ben, je regarde, je refais mes calculs. Si je vois qu'à 85 000 ça peut aller, bon, si je veux encore gratter et que je suis tout seul, bon ben ok, je peux essayer de gratter un peu. Si je suis en plus en concurrence et que je vois que je peux passer, ben c'est tout. Je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour 10-15 000 euros. Tu vois. Alors oui, c'est peut-être 10-15 000 euros que j'aurais pu négocier, mais il faut se dire que perdre un projet intéressant pour 5 ou 10 000 euros, c'est quand même dommage parce que 5 000 euros ou 10 000 euros sur 20 ans, c'est rien. Parce que surtout que l'argent ne sort pas de ta poche, tu vas le faire financer. 10 000 euros financés sur 20 ans, frère, c'est quoi? C'est une trentaine d'euros par mois, tu vois. Donc, c'est peanuts. Donc, du coup, des fois, il faut se dire, ok, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder comment je peux m'organiser. La personne m'a dit non. Ouais, ok, bon, ben, on va s'arranger, on va essayer de trouver une solution pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Si c'est pas mort, tu vois, genre si en gros il n'a pas pris quelqu'un d'autre. Mais tant qu'il n'a pas pris quelqu'un d'autre, et même s'il avait pris quelqu'un d'autre, rien ne t'empêche de rester en contact. Si cette personne
qui avait trouvé le projet, du moins qui a eu l'offre et tout, mais finalement cette personne n'a pas eu son financement, mais tu pourras toujours revenir. Donc on va toujours essayer de conserver une discussion avec le vendeur pour faire en sorte que le jour où il y aura un petit pépin, boum, qu'on puisse être là pour pouvoir du moins se positionner, quoi. Ok, ça c'était la troisième erreur. Quatrième erreur, c'est de vouloir trop parler en visite. Alors sache une chose, c'est que quand tu vas en visite, ton but c'est de récolter des informations. Tu ne vas pas en visite pour donner des informations. Alors oui, tu peux peut-être dire qui tu es, comment tu t'appelles, vite fait, tu vois, genre voilà. Mais dis-toi que quand tu vas en visite, le ratio c'est du moins 2 tiers, 1 tiers. Tu as 2 oreilles et tu as une bouche. Voilà. Donc tu dois parler 2 fois plus que tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Dis-toi simplement ça. En fait, tu vas en visite, bonjour machin, voilà. Et on va analyser le bien, voir déjà si techniquement ça correspond à nos critères. Ça correspond à nos critères, on y va, on commence à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va poser des questions sur le contexte de la vente, pourquoi la personne veut vendre, etc., etc. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens veulent vendre pour savoir si on va pouvoir appuyer ou pas sur au niveau de la négociation. Par contre, si tu vas en visite et que tu es en mode moi je, à la fin de la visite, tu n'as aucune info sur le contexte de la vente, tu ne peux pas savoir, ok, est-ce que si tu fais une offre à 10 ou 15 000 en dessous, ça peut passer ou pas? Parce qu'en fait, comme tu n'as pas les informations, tu ne peux pas savoir à quel levier tu dois te positionner. Et pour savoir à quel levier tu dois te positionner, ou en tout cas à quel montant ça fera sens, il faudra que tu poses des questions, que tu saches, ok, là les gens sont vachement pressés, tu vois, ils sont vraiment en galère et ils doivent vraiment vendre. Donc là, je sais que même si je tape dans le prix, ça devrait le faire parce qu'en fait, ils sont pressés. Mais les gens, en fait, j'ai posé les bonnes questions, je vois qu'en fait, ils sont pas pressés du tout, ils ont le temps, ils sont plus en mode à la cool Raoul. Bon, ok, tranquille. Bon, pas de souci, tu vois, genre tranquille. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vas en visite, pense toujours à ça, à ce ratio, 2 tiers, 1 tiers, tu as 2 oreilles, tu as une bouche, tu parles, tu écoutes 2 fois plus que tu ne me parles, et normalement, en sortant de cette visite, tu auras suffisamment d'informations pour savoir si tu peux te positionner ou pas, ou en tout cas, comment faire la meilleure affaire grâce à ce projet. Mais si tu parles énormément, en fait, tu n'auras pas suffisamment d'informations. Et en plus de ça, certaines informations que tu vas donner vont peut-être même te desservir. Et pour te donner un exemple, il y avait une sprinter justement qui, du moins, je pense que elle voulait bien faire, c'est-à-dire qu'elle a expliqué à l'agent immobilier que oui, elle avait du moins de l'épargne et tout et tout. Et au moment de trouver son financement, du moins, elle n'a pas trouvé le financement pour le bien et du coup, elle a voulu se sortir de la vente. Et là, qu'est-ce que l'agent immobilier a trouvé à faire? À dire, écoute, il faudra que tu payes, quoi, parce que là, en gros, tu n'as pas encore donné ton refus, il faut que tu payes. Et là, il commence à sortir ses mises en demeure avec courrier recommandé et compagnie, tu vois, genre des trucs pour faire peur, quoi, tu vois. Bon, heureusement, elle faisait partie de la communauté, donc j'ai pu lui expliquer comment se sortir de cette situation un peu délicate rapidement et simplement. Mais c'est des situations dans lesquelles tu vas te retrouver si effectivement tu parles trop. Et là, si tu n'as pas les bonnes informations, un agent immobilier un peu mal intentionné, il va te faire payer. Et tu vas devoir sortir peut-être 10% du prix du bien pour un bien parce que tu n'avais pas pu trouver ton refus. Et lui, il va effectivement pousser, il va te mettre la pression parce qu'en gros, il saura que tu as de l'épargne. Et s'il te met suffisamment la pression, tu vas payer, quoi, tu vois. Donc du coup, ça, se dire, ok, très attention. On n'est pas là pour blablater. On est là pour poser les bonnes questions, comprendre le contexte de la vente, voir si on peut se positionner. Et une fois qu'on a toutes les informations, à ce moment-là, on se positionne. Mais on n'est pas là pour raconter sa vie parce que de toute façon, on s'en moque, tu vois. Genre que tu as un petit chat, etc. Genre l'agent immobilier, il s'en moque royalement. Même s'il te fait ah ouais, ah intéressant. Lui, il est là pour chercher sa commission, quoi. Donc, tombe pas dans ce piège-là. Sache pourquoi tu vas en visite et ça se passera bien. Ok. Maintenant, cinquième erreur, c'est que je vois, c'est que les sprinters se reposent souvent trop sur leur banque. En mode, ok, tu sais, Kenzie, moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette banque, ça fait 10 ans que je suis dans cette banque, ma mère était dans cette banque, mon grand-père était dans cette banque. Bon du coup, normalement, ça devrait bien se passer. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à aller contacter des courtiers et tout. Je vais simplement présenter mon projet à ma banque et ça devrait bien se passer. Une grosse erreur.
le banquier, peut-être qu'effectivement, ça fait longtemps qu'il te connaît, celui-ci, mais imagine demain, il part, et peut-être même s'il te connaît, genre, tu vas lui présenter ton projet, il va te dire, ah, en fait, ouais, ça peut passer. Et une fois que tu arrives avec le compromis, il n'y a plus personne. Tu te dis, ben en fait, ouais, mais en fait, le directeur a dit que, ah là, si, ah là là. Mais frère, tu m'avais dit que ça allait passer. Ouais, mais en fait, comprends-moi, mais en fait, on a changé de politique, etc., etc. Et l'erreur que tu pourrais faire, c'est de te dire, en fait, je reste avec une seule banque. Et puis, du coup, au moment d'arriver sur la recherche du financement, je me prends pas trop la tête, je fais qu'avec ma banque. Et si ma banque me dit non, genre à 2 mois, après 2 mois après avoir signé mon compromis et que j'ai pas fait d'autres recherches, j'arrive au moment où on doit signer l'acte définitif. Et là, pas de bol, la banque me dit non. Mais du coup, je me retrouve à la case départ. Comme on dit chez nous, concombre sans graines, je peux pas recommencer. Tu vois. Du coup, là, c'est un peu délicat. Tu vois. C'est vrai, j'ai pris l'exemple de concombre sans graines. Maintenant que je dis ça, je me dis, mais en fait, ça veut rien dire, en fait, concombre sans graines. Bon, bah, enfin bref, c'est des concombres sans pépins. En gros, tu te retrouves concombre sans pépins. Mais tout ça pour dire que si tu veux obtenir ton financement, tu ne peux pas te reposer sur ta banque parce que, sous prétexte que tu le connais ou ça fait longtemps que tu es dans cette banque-là. Ça, c'est une très grosse erreur. Moi, j'ai fait cette erreur aussi à mes débuts. Je me suis dit, ben en fait, ouais, ça fait longtemps que je suis dans cette banque, dans ce groupe. Donc, du coup, même en venant ici en métropole, normalement, ça devrait bien se passer. Le mec, j'arrive, il me dit, ouais, ben, pas de souci, on peut bien te suivre pour acheter ton studio à 30 000 €, mais il faudrait que tu aies 70 000 balles d'épargne. Et j'ai dit, mais frère, si j'avais 70 000 balles d'épargne, ben, j'aurais acheté le bien cash, quoi, tu vois. Genre, je te parle d'un studio à 30 000 €, 35 000 €, tu me parles de 70 000 €. Et pas, ouais, mais en fait, tu as une carte de séjour en plus, machin, Je dis, ok, bon, ben d'accord, maintenant je saurai. Et je voudrais pas que tu tombes dans ce piège-là également. Et crois-moi qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. Et même si je le dis, j'en vois encore qui tombent dedans. C'est-à-dire qu'il me dit, ouais, Candy, en fait, c'est vrai, tu le dis, mais j'ai fait confiance quand même à mon banquier. Il m'avait dit, oui, t'inquiète, c'est bon, droit de faire, quoi de faire, je sais pas quoi, là, ça va passer. Et ils se retrouvent, comme je dis, concombre sans graines, et à la fin, ils n'ont pas de financement. Donc, attention à ça. 6e erreur que je vois également, c'est le manque de volume. Alors, quand tu te lances sur une nouvelle activité, je ne sais pas si tu veux apprendre à faire du skate, par exemple, tu vois. Genre, tu veux faire une figure. J'ai pris l'exemple du skate, mais ça peut être n'importe quel sport, n'importe quel truc. Du moins, il faudrait vraiment que tu sois chanceux pour que tu réussisses à faire le truc que tu dois faire du premier coup. C'est-à-dire que si tu dois faire du skate, tu vas apprendre à faire une figure, mais tu vas pas faire la figure du premier coup. C'est très très rare. Il n'y a personne qui vient sur un skate et puis hop là, il te sort un truc. Ou alors, je sais pas, tu apprends à jouer au piano et que la première fois que tu joues au piano ou en tout cas que tu viens jouer au truc et qu'on t'apprend quelques notes, et tu vas le faire la première fois, boum, ce sera nickel. Non. Et même les artistes, quand ils vont chanter leur propre chanson, ils font des répétitions parce qu'ils s'entraînent pour que ça fonctionne. Et trop souvent, je vois des sprinters qui se disent, bon ben ok, je vais visiter un bien et normalement c'est bon, je vais trouver. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut faire du volume. Le maître mot en immobilier, en tout cas pour pouvoir réussir ton projet, ce sera du volume. Faire énormément de visites, faire énormément de recherches de financement, en tout cas contacter un maximum de personnes, de courtiers, de banques, etc. pour justement obtenir gain de cause. Parce que si tu te dis, ok, je contacte une personne et puis je me contente de ça, il y a de fortes chances que ton projet n'aboutisse jamais. Parce que il faut faire du volume. C'est comme ça. Hein. J'ai pas de choix. Malheureusement, j'ai pas d'autre solution à te proposer. Si tu veux réussir ton projet, il faudra que tu fasses du volume. Tu vas pas à la salle de sport en poussant l'haltère une seule fois et en ressortant avec des pectoraux gonflés à bloc. Même si tu prends des picousses et tout, ça marche pas comme ça. Il faudra que tu y ailles, que tu pousses, que tu fasses des exercices pour que tu puisses gonfler, tu vois. Ouais, c'est vraiment un truc auquel tu dois faire attention. Il faudra que tu sois ok avec le fait de faire du volume. C'est-à-dire, quelle que soit ta situation, quel que soit le stade auquel tu te trouves aujourd'hui, il faut faire du volume. C'est-à-dire, si c'est la recherche de biens, il faut aller visiter plusieurs biens. Recherche de financement, aller voir plusieurs banques, peut-être voir plusieurs courtiers. Si tu es au niveau de ton suivi de chantier, faire plusieurs visites par mois, c'est-à-dire aller voir régulièrement ton chantier. Mais le maître mot là, c'est vraiment volume, 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 volume. Et une fois que tu as compris ça, tu sais que
Si tu restes chez toi en mode j'attends et puis je fais une fois et puis ça va marcher, non, ça c'est une grosse erreur. Donc quel que soit le stade, du moins quelle que soit l'étape à laquelle tu te trouves aujourd'hui, il faut que tu fasses du volume pour que tu puisses aboutir sur ton projet. Ok, ça c'était la 6e erreur. 7e erreur que je vois encore aujourd'hui, c'est des sprinteurs qui se lancent sans plan. Alors moi j'aime bien une phrase des Américains qui dit que si tu n'as pas de plan, c'est que tu as planifié d'échouer. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu te lances sur un projet d'immeuble et que tu dois tout redessiner à l'intérieur, c'est-à-dire que tu dois tout diviser, tu dois refaire tout l'agencement à l'intérieur et que tu n'as pas fait de plan, mais en fait, comment veux-tu arriver à quelque chose de propre? Tu vois, c'est pas possible. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que quand tu vas faire ton chantier, ben, tu auras forcément des contraintes techniques. Peut-être que la porte était un peu trop haute ou la fenêtre était un peu plus basse ou il y aura tel élément. Mais si tu n'as pas fait de plan pour pouvoir anticiper ces problèmes-là à l'avance, ben, en fait, tu vas te retrouver à devoir casser, à refaire, casser, refaire, casser, refaire. Et ça coûte de l'argent et ça crée de la friction. Donc, le conseil que je te donnerais, alors quel que soit le logiciel que tu vas utiliser, si tu peux, déjà le minimum c'est de faire des plans en 2D, mais le plan 3D c'est pour moi un indispensable. Parce que si tu fais pas, du moins si tu fais tes plans en 2D, le problème du plan 2D c'est que tu vas voir, en fait quand je dis plan 2D, c'est tu as juste fait un dessin sur un bout de papier, tu vois, genre tu as juste fait des lignes. Et là en fait tu as fait le plan en 2D, donc tu vois un peu, ok l'agencement c'est peut-être correct, mais quand tu passes le plan en 3D, ben, tu peux voir ok, ben en fait, là, peut-être que la fenêtre va poser problème quand elle va s'ouvrir, tu vois. Ben en fait, ici, le passage est un peu étroit. Et même en plus, aujourd'hui, avec les logiciels que tu vas pouvoir utiliser, il y en a plusieurs. Il y a Cozy Casa, je crois, ou... Bon, il y en a plein. Hein. Bon, moi, j'utilise souvent Home by Me, mais tu vas utiliser le plan que tu veux. Une fois que tu as fait les plans, tu vas pouvoir avoir une vision en 3D et même une vision en mode en POV, en première personne. C'est-à-dire que c'est comme si tu te baladais vraiment dans le bien et comme ça, tu peux voir, ok, quels sont les trucs qui sont incohérents. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 54 en architecture pour voir que, ok, ben, la porte, si tu la mets à cet endroit-là et que tu mets je sais pas, la cuisine juste à côté, ben, la porte, elle va pas s'ouvrir. Tu vois, genre, il n'y a pas besoin c'est juste du bon sens, tu vois. Mais pour que ce soit du bon sens, il faut que tu puisses le voir. Mais si tu n'as pas fait les plans et que c'est juste dans ta tête, ben, tu ne peux pas, du moins tu pourras pas le voir. Et tu seras obligé de tout casser, de tout recommencer. Et en immobilier, l'un des éléments super importants, c'est d'anticiper. C'est-à-dire de faire les plans, on va anticiper tel problème, on dit, ah, ok, si je mets les toilettes ici, ben en fait, ça va poser problème avec les toilettes en dessous. Comme pour éviter ce problème-là, ben, je vais pouvoir décaler l'évacuation, je vais pouvoir décaler tel ou tel élément, et comme ça, ensuite, j'aurai plus de problème. Mais tu vois, et même en faisant les plans en 2D, en 3D, tu peux encore avoir des surprises. Donc, ce que je peux te dire, c'est que quand tu as avancé sur ton projet, essaye rapidement de faire tes plans en 2D et en 3D. Comme ça te permettra de voir les différentes anomalies qu'il pourrait y avoir sur ton projet. Et une fois que tu auras vu ça, ben, tu pourras les rectifier pour justement pallier plus facilement aux autres problèmes que tu vas rencontrer parce que de toute façon, tu auras encore d'autres surprises sur ton projet parce qu'il n'y a aucun projet qui se passe comme ça, genre de manière lisse, genre il n'y a pas de vagues. Ça, c'est impossible. Surtout dans l'immobilier, il y aura forcément des vagues et justement, ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir savoir comment agir rapidement pour pouvoir rectifier le tir et faire en sorte que tu puisses arriver à bon port avec ton projet. Ok, voilà, en tout cas, c'était les 7 erreurs que les sprinters font et que j'aimerais te partager aujourd'hui, du moins que je voulais te partager aujourd'hui pour que tu ne puisses pas les commettre également. J'espère que ça t'a plu. Si tu penses que ça peut aider une personne, ben, je t'invite à lui partager cette vidéo-là. Si ça t'a plu, ben, mets-moi un pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu veux justement qu'on puisse t'accompagner sur ton projet, ben, tu verras, tu auras un lien dans la description. Tu pourras justement réserver un appel avec un membre de notre équipe. On pourra t'appeler, voir un peu comment on peut t'aider, si on peut t'aider. Et si on peut t'aider à ce moment-là, on te proposera de rejoindre la communauté des sprinters pour pouvoir justement t'aider à avancer sur ton projet. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.